Monsieur Dion, techniquement, se passe de présentation, mais disons pour les plus jeunes, je vais quand même vous faire une courte présentation. Donc, des mots-clés, ambassadeur, politicien, jusqu'à chef de parti politique fédéral, a aussi été professeur et chercheur. Donc, si je reprends ces mots-là dans un désordre, il est actuellement l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco, ainsi que l'envoyé spécial du premier ministre auprès de l'Union européenne et de l'Europe. M. Dion a aussi fait de la politique, élu fédéral pour la première fois en 1996. Il a occupé différents postes de ministre, mais je crois que son préféré, ça a été ministre de l'Environnement. Je vais lui laisser confirmer tout ça ou infirmer tout ça par la suite. Durant son mandat de ministre de l'Environnement, il a aussi présidé la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ce qu'on appelle la COP. À l'époque, la COP 11, puis il a joué un rôle important dans la conciliation des intérêts divergents des pays membres afin de favoriser l'atterrissage ou la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Et enfin, avant de faire de la politique, il était dans le monde universitaire. Il a enseigné la science politique à l'Université de Montréal pendant de nombreuses années. Donc, comme la diapo l'indique, je lui cède la parole pour la conférence de clôture sur la tarification carbone comme atout canadien d'exportation en Europe. Bonne conférence. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur Godbout. Mesdames et messieurs, comment ça va marcher, ça? Ici, tiens. Mesdames et messieurs, tout en vous remerciant de m'avoir invité et de me donner l'occasion de traiter d'un sujet aussi fondamental que celui de la fiscalité verte, je dois admettre qu'il est toujours un peu embêtant de livrer un discours de clôture d'un colloque auquel on n'a pas assisté, surtout devant des experts du sujet en question. Mais je crois pouvoir deviner ce que vous avez pu dire sur l'aspect sur lequel je vais centrer ma conférence, la tarification du carbone. En bon élève du Collège des Jésuites de Québec, je vais faire un exposé en 3 parties. Après avoir montré combien la tarification du carbone est une mesure nécessaire, je vais m'arrêter sur un aspect presque complètement passé sous silence, la tarification du carbone comme outil d'exportation, avant de situer ce débat dans le paysage politique européen d'aujourd'hui. Donc d'abord, la tarification du carbone, une politique nécessaire. Il y a fort à parier que le consensus dans cette salle doit être assez semblable à celui formulé dans la lettre émise récemment par plus de 400 économistes canadiens, dont d'ailleurs le titulaire de la chaire qui nous réunit aujourd'hui, le professeur Luc Godbout. Et sans doute aussi, y a-t-il d'autres économistes présents dans cette salle qui ont pu co-signer cette lettre. Vous aurez probablement convenu que la tarification du carbone, sans être le seul élément d'un plan efficace de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en constitue un socle important. Tant il est vrai que quand quelque chose coûte plus cher, dans ce cas les combustibles fossiles, les gens en consomment moins. Vous aurez convenu qu'un nouveau rapport de l'Institut canadien du climat montre d'ailleurs que la tarification fédérale et provinciale du carbone, pour les industries et les consommateurs, devrait être la cause de près de la moitié des réductions d'émissions du Canada d'ici 2030, que la tarification du carbone réduit les émissions à un coût inférieur à celui des autres approches, car elle est moins intrusive, laissant à chaque personne et entreprise la flexibilité de choisir la meilleure façon de réduire son empreinte carbone. Vous aurez conclu sans doute que l'effet de la tarification du carbone sur la forte inflation qui a sévi de 2021 à 2023 au Canada a été minime. La plupart des pays avancés, qu'ils aient ou non un prix du carbone, ayant connu une inflation similaire, due principalement aux suites de la pandémie de COVID-19, chaîne d'approvisionnement perturbée, croissance rapide de la masse monétaire, demande différée qui a gonflé une fois que la pandémie s'est terminée, et aussi un autre impact, l'impact économique, notamment sur le prix des matières premières de la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. Voilà les causes de l'inflation. Ce n'est évidemment pas la tarification du carbone. Finalement, il est très probable que vous aurez aussi noté que la grande majorité des familles canadiennes, des ménages canadiens, reçoivent plus d'argent en remise qu'elles ne déboursent en tarification du carbone
en particulier les ménages à revenus faibles et moyens ou moyens. Bref, avec les quelques 400 économistes, on peut s'entendre, je crois, pour dire que la tarification du carbone est le moyen le plus efficace et le moins onéreux de réduire les émissions, de stimuler l'innovation verte et de soutenir la transition vers un avenir économique propre et prospère. Comme vous le savez, ce consensus des experts est international, ralliant depuis des années l'OCDE, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Agence internationale de l'énergie, etc. Une coordination efficace des politiques de tarification du carbone, ou mieux, un système mondial crédible de tarification du carbone, associé à une approche commune compatible avec l'OMC en matière d'ajustement carbone aux frontières, agirait comme un catalyseur afin d'accélérer la diffusion de technologies propres et la transition vers une économie décarbonée. Aujourd'hui, pourtant, la grande majorité des émissions mondiales de gaz à effet de serre, environ les 3/4, sont toujours émises gratuitement. Et celles qui sont tarifées le sont trop souvent à un tarif trop bas pour faire une différence notable. Pendant ce temps, les émissions mondiales croissent. L'utilisation des énergies fossiles continue d'augmenter. Et selon certains observatoires, le monde pourrait atteindre un réchauffement de 1,6 degré Celsius dès cette année. Nos politiciens vont continuer à dire il faut éviter le 1,5. On sera obligé de leur dire mais c'est déjà fait, Monsieur le ministre. Un monde qui atteindrait un réchauffement de 3 degrés Celsius ou plus n'est pas quelque chose que nous voulons laisser aux générations futures. Aucune population ne serait à l'abri, et encore moins les plus pauvres et les plus vulnérables, des pires impacts du changement climatique, notamment l'intensité croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, une augmentation dramatique des incendies de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur prolongées avec des températures autour de 50 degrés Celsius, l'élévation du niveau des océans et la salinisation des terres, l'acidification des océans, une nouvelle extinction d'espèces animales et végétales, des dommages aux infrastructures et à l'habitat humain, une désertification accrue, bien sûr des pénuries alimentaires, tout cela provoquant des vagues de migration climatique et une vaste instabilité politique. Pour s'éviter de tels affres, la tâche que l'humanité a à accomplir est énorme. Changer ni plus ni moins que la base matérielle de notre civilisation industrielle, c'est-à-dire l'énergie produite par la combustion des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Quand le monde a commencé à s'inquiéter du changement climatique, au début des années 90, les énergies fossiles fournissaient 88% de la consommation mondiale d'énergie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est toujours plus de 80%, malgré 3 décennies d'efforts pour promouvoir les sources d'énergie non émettrices. On ne s'en sortira pas sans mettre un prix aux émissions. Ayant mené ce combat au Canada et à l'international, ayant publié plusieurs textes au fil des années recommandant avec insistance une telle réforme au Canada et dans le monde, vous comprendrez que je me réjouis que le premier ministre Trudeau ait fait preuve de leadership en lançant le défi mondial sur la tarification du carbone, par lequel le Canada demande à tous les pays d'adopter la tarification du carbone comme élément central de leur stratégie climatique en vue d'atteindre un objectif de couverture de 60% des émissions mondiales d'ici 2030. En somme, la tarification du carbone est une nécessité écologique et un catalyseur pour une économie innovante et décarbonée. Elle peut être socialement juste, comme on y parvient au Canada, en s'assurant que la grande majorité des familles reçoivent plus en remise que ce qu'elles ne paient en tarification du carbone. Voilà donc mon premier point, tarification du carbone, politique nécessaire. Deuxièmement, il y a un aspect dont on ne parle pas assez dans le débat politique canadien autour de la tarification du carbone. Celle-ci
est un outil d'exportation. Je sais que vous en avez traité ici de cet aspect aujourd'hui, notamment lors de la conférence de la professeure Alice Pirlot, je ne sais pas si elle est encore présente, Mme Pirlot, professeure, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Alors, je vais y revenir moi aussi. Et c'est tout à votre honneur, mesdames et messieurs, avec la professeure Pirlot, d'avoir soulevé cet aspect. Car il faut déplorer que cet aspect soit presque complètement passé sous silence dans le débat politique en ce moment au Canada. Comme envoyé spécial du Canada en Europe, cela m'inquiète énormément. En effet, le monde sera de moins en moins indulgent envers les resquilleurs du climat, les freeriders, les resquilleurs, c'est ma traduction, du climat. Il est à prévoir que les pays vont de plus en plus recourir aux tarifs douaniers sur le carbone, c'est-à-dire sur les biens importés à forte intensité de carbone. Ces tarifs sur le carbone vont tout probablement s'imposer comme réalité du commerce mondial. L'exemple le plus marquant est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, CBAM, selon l'acronyme anglais, de l'Union européenne. De même, le gouvernement britannique prévoit mettre en œuvre son propre CBAM d'ici 2027, et je ne crois pas que ça sera touché par le résultat des élections au Royaume-Uni, que cette politique va être transpartisane. L'Union européenne est déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, entré en vigueur dans sa phase transitoire le 1er octobre 2023. À compter du 1er janvier 2026, le régime définitif s'appliquera et imposera un prix carbone sur les produits et secteurs concernés, soit la sidérurgie, le ciment, les engrais, l'aluminium, ainsi que l'électricité et l'hydrogène, avec des opportunités d'expansion dans de nouveaux secteurs. En imposant un ajustement tarifaire sur ces produits et secteurs, l'Union européenne vise à garantir que les efforts de réduction des émissions au sein de l'Union européenne ne soient pas compromis par des importations moins chères et plus polluantes en provenance de pays qui n'imposent pas un prix sur le carbone comparable à celui de l'Union européenne. Autrement dit, ce système vise à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes en évitant qu'elles soient désavantagées par rapport à leurs concurrents internationaux qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations. L'objectif est aussi d'éviter les fuites de carbone, lesquelles, comme vous le savez, se produisent lorsque les entreprises, pour éviter les coûts du carbone, s'installent dans des pays moins ambitieux sur le plan climatique, produisant alors un déplacement plutôt qu'une réduction des émissions. Enfin, ce mécanisme d'ajustement vise à inciter les pays qui exportent vers l'Union européenne à adopter des politiques de tarification du carbone, contribuant ainsi à une action climatique globale et coordonnée. Le gouvernement du Canada a mis en place une tarification du carbone rigoureuse en plus d'une trajectoire ambitieuse qui doit atteindre 170 $ la tonne de CO2 en 2030. Étant donné que le Canada dispose déjà d'un système de tarification du carbone rigoureux, les entreprises canadiennes pourraient ne pas encourir l'ajustement tarifaire de l'Union européenne quand il sera mis en œuvre. Cela donnerait à nos entreprises un avantage sur des concurrents qui ne disposent pas de système de tarification du carbone comparable à celui de l'Union européenne. Il s'agit d'un avantage qui est susceptible de s'accroître sur d'autres marchés à mesure que le nombre de secteurs couverts par l'Union européenne augmentera et que de nouveaux pays adopteront cet ajustement carbone à leurs frontières. La législation européenne prévoit que si un prix explicite du carbone a été effectivement déboursé en dehors de l'Union européenne, il doit être reconnu. Par conséquent, la tarification du carbone défrayée au Canada par les exportateurs canadiens doit être prise en considération lors de la détermination de la redevance carbone européenne. Le prix du carbone déboursé dans le cadre des systèmes canadiens, fédéral et provinciaux, doit être reconnu de sorte que nos exportateurs n'aient pas à payer deux fois pour leurs émissions. Tel est l'argument que la diplomatie canadienne en Europe, notamment l'ambassadrice Elish Campbell à Bruxelles, fait continuellement valoir auprès des autorités de l'Union européenne et de ses pays membres. Mesdames et messieurs, il serait risqué
pour notre pays de se priver de cet argument. Ce serait se tirer dans le pied de la part du Canada, comme pays exportateur, que de mettre fin à son système de tarification du carbone, tant fédéral que provinciaux. De plus, mieux vaut que le prix payé sur le carbone soit prélevé chez nous et soit recyclé dans notre économie, plutôt que chez les autres et soit une perte sèche pour nous. Il faut bien voir que ce débat sur la tarification du carbone s'inscrit dans un enjeu plus large, soit une intense partie de bras de fer commercial de l'Union européenne avec les États-Unis et la Chine, qui risque toujours de faire des entreprises exportatrices canadiennes des victimes collatérales. C'est un travail de tous les instants de la part de notre diplomatie en Europe que d'éviter cela. Nous appuyons la ministre du Commerce extérieur, Marie Ing, et tout le gouvernement dans leurs efforts pour garder ouvert le marché européen. En ce sens, la tarification du carbone est un atout que nous devons conserver pour la vente de nos produits et services sur le marché européen. La tarification du carbone est un outil d'exportation et l'abolir au Canada serait non seulement une erreur écologique, mais aussi contraire aux intérêts économiques des Canadiens. Nos entreprises et nos concitoyens ont intérêt à le savoir alors qu'ils l'ignorent aujourd'hui. Un effort de communication est essentiel et j'espère que les experts vont continuer à y participer activement. Il est à souhaiter que ceux qui sont convaincus que la tarification du carbone est un outil, une politique essentielle à l'avenir du Canada, en fait à l'avenir de l'humanité, le fassent savoir. La lettre des 400 économistes est exactement ce qu'il faut faire. Mais il faut le répéter avec persistance. Les enseignants parmi vous le savent, la répétition, c'est pédagogique. Lénine disait qu'en politique, il faut se répéter. C'est la seule chose que j'ai retenue de lui. Mon troisième point, donc, tarification de carbone nécessaire, outil d'exportation, et finalement, permettez que je réexamine le sujet en le situant par rapport au paysage politique européen dans son ensemble. Je vous laisserai faire le parallèle avec ce qu'on observe au Canada et aux États-Unis. Moi, j'ai un continent dont je dois m'occuper et c'est bien suffisant pour moi. Donc, le paysage politique européen est exceptionnellement fragmenté et polarisé. Autour d'enjeux identitaires, tels l'immigration certainement, mais aussi autour du débat croissant sur les politiques climatiques et environnementales. D'un côté, il y a ceux qui estiment que les gouvernements n'en font pas assez face à la multiplication des catastrophes naturelles, les incendies de forêt, les inondations, les canicules, les sécheresses, couplées à la dénonciation par les groupes environnementaux du rythme de réduction insuffisant des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux cibles fixées pour 2030 et 2050. En Écosse, pour donner un exemple, la coalition gouvernementale entre nationalistes et verts vient de se disloquer sur la question des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui estiment que les gouvernements en font trop. Nous assistons à un retour du bâton, un ressac contre les politiques environnementales et climatiques, à mesure que celles-ci passent des principes généraux abstraits aux réglementations concrètes qui mobilisent la résistance des lobbies, des secteurs agricoles, industriels et autres. Alors que l'on sort à peine d'une période de forte hausse des prix, surtout énergétiques, l'effet sur les populations se fait sentir. Et vous avez vu les résultats des élections européennes il y a quelques jours, les Verts n'ont pas bien fait du tout. Les partis de la droite radicale attisent ce ressac. Ils font campagne contre ce que ces partis dénoncent comme les lubies intellectuelles d'une élite urbaine et déconnectée. La contestation agricole a notamment été instrumentalisée par ces partis qui se présentent comme des défenseurs du peuple, de la terre, de la ruralité, du mode de vie traditionnel, de la bagnole, du pavillon, etc. Et ces partis accusent la transition écologique, notamment menée depuis Bruxelles, d'être un rouleau compresseur idéologique et technocratique. D'autres partis deviennent plus prudents et veulent donner des gages qui ne laisseront pas rentrer sur le marché européen des produits qui ne respectent pas les normes environnementales européennes. Pour calmer le mouvement de contestation, plusieurs pays et l'Union européenne elle-même ont aboli ou retardé l'entrée en vigueur de mesures environnementales comme les taxes sur le diesel ou l'interdiction des pesticides. Le pacte vert de l'Union européenne est particulièrement contesté.
Cette polarisation autour, le pacte vert, le Green Deal, pour ceux qui le connaissent sous cette appellation, cette polarisation autour des enjeux environnementaux et climatiques a pour le Canada deux conséquences. Premièrement, les Européens souhaitent coopérer plus étroitement avec nous pour parvenir à une réindustrialisation verte, être au cœur de la décarbonation et de l'électrification, s'entraider contre les feux de forêt et pour la préservation de l'eau douce. En particulier, les Européens sont très intéressés par le Canada en tant que l'une des rares démocraties alliées qui soit aussi un semi-continent dont le sol regorge des ressources naturelles critiques, indispensables à la transition vers une économie numérique à faible émission de carbone. Tous ces métaux, minéraux, terres rares qui font défaut au continent européen, dont il a tellement besoin et dont la Chine est l'essentiel fournisseur actuellement. Ça, c'est premièrement. Ils veulent travailler plus avec nous. Deuxièmement, deuxième conséquence de ce ressac contre les politiques climatiques, cette polarisation sur les politiques climatiques et environnementales, c'est que les dirigeants européens veulent rassurer leur population en dressant de nouvelles barrières commerciales contre les produits étrangers jugés nocifs pour l'environnement. Cet état d'esprit protectionniste, on peut dire du protectionnisme de bonne loi, mais protectionniste quand même, prend différentes formes, comme l'accent mis sur l'autonomie stratégique, la sécurité économique, le recours croissant à des mesures anti-dumping et anti-subversion, subvention, l'érection de barrières aux produits étrangers, touchant même le commerce intra-Union européenne. Le protectionnisme vert, si nous n'y prenons pas garde, pourrait faire reculer nos intérêts commerciaux en Europe. C'est dans ce contexte qu'apparaît le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBAM, dont je vous ai parlé plus tôt. Or, nous, Canadiens, avons besoin du marché européen, essentiel à nos objectifs de diversification des échanges. L'Union européenne est le plus grand importateur et exportateur mondial de biens et de services. Elle abrite de grandes entreprises de haute technologie à forte croissance, couvrant toute la chaîne de valeur mondiale. Les transformations majeures, celles de la transition numérique, de l'intelligence artificielle et de la décarbonation, se jouent dans une large mesure en Europe. L'Union européenne et ses institutions universitaires et de recherche sont également parmi nos principaux partenaires scientifiques, d'autant que le Canada participera maintenant comme pays associé à Horizon Europe. Pour ceux qui ne savent pas, Horizon Europe, c'est le plus grand programme collaboratif de sciences, de recherche et d'innovation au monde, doté d'un budget équivalent à 140 milliards de dollars. C'est une extraordinaire nouvelle que le Canada en fasse maintenant partie. Il faut le faire savoir à tous les directeurs de centres de recherche au Canada. En outre, l'Union européenne, qui s'affirme de plus en plus comme un organisme mondial de réglementation, sera un allié clé pour parvenir à une transition décarbonée durable, fondée sur des normes élevées et acceptées autant que possible au niveau international. Le Canada a besoin de cette réglementation exigeante parce que notre population n'acceptera pas que soient ouvertes toutes ces usines et qu'on extrait et on traite et on commercialise ces minéraux essentiels en tolérant des normes sociales et environnementales aussi laxistes que celles qui sévissent dans plusieurs autres pays. Au cours des 2 dernières années, notre gouvernement a signé un nombre important d'accords de coopération scientifique et commerciale avec plusieurs pays européens et l'Union européenne elle-même, notamment dans les domaines des minéraux critiques, de l'hydrogène propre, des énergies renouvelables et du nucléaire civil. Des investissements majeurs ont été réalisés par des entreprises européennes au Canada, comme vous le savez, dans les secteurs des batteries et des voitures électriques. Mais les entreprises canadiennes, elles aussi, ont remporté des contrats significatifs dans divers secteurs énergétiques européens. En somme, je conclus, l'Europe a besoin de nous, nous avons besoin d'elle. Nous devons éviter les barrières inutiles entre nous, même pour réussir la transition énergétique. Dans l'intérêt de cette réussite nécessaire, nous devons éviter les barrières inutiles entre nous. Pour cela, le Canada doit maintenir le cap avec la tarification du carbone et continuer à en être un promoteur mondial. Nous devons le faire dans l'intérêt de l'humanité, comme bons citoyens du monde, mais aussi dans notre propre intérêt commercial, par pure lucidité économique. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, oui.
Alors, merci beaucoup pour votre conférence. Je pense qu'on peut dire que vous avez fait un plaidoyer pour la tarification carbone. On avait le résumé ainsi. Dans le dernier panel, Cohérence et politique, ils ont parlé quand même qu'au Québec, il y avait consensus sur la taxe carbone, ou en tout cas sur la bourse du carbone, et que même en alternance politique, la bourse du carbone n'était pas remise en cause. Alors que dans le reste du Canada, l'alternance politique risque de déconstruire la taxe carbone. Comment on peut faire pour protéger, permettre l'alternance politique sans déconstruire la taxation carbone? Ben, en essayant autant que possible d'éviter que ça en soit un enjeu partisan. Il y a beaucoup d'électeurs québécois qui se préparent à voter pour un parti qui ne veut pas de la tarification du carbone, alors qu'eux ne la payent pas. Ils ne le savent pas. Mais moi, je ne veux pas commenter la politique canadienne. Parfait, Je ne suis pas en état de le faire. Je l'ai fait longtemps dans ma vie, mais là, je ne peux plus. Parfait. Vous avez mentionné les mécanismes d'ajustement carbone qui a été abordé par Mme professeur Pirlot plus tard. Vous, comme ambassadeur, un représentant d'un pays rentre dans votre bureau et dit « Mais ça, c'est du protectionnisme ». Comment vous répondez à ça? Je ne comprends pas votre question, professeur. Un pays qui voit l'Union européenne mettre en place le mécanisme d'ajustement carbone et que lui serait visé par ce mécanisme d'ajustement carbone-là, il vous arrive avec l'argumentaire que c'est du protectionnisme. En fait, il y a un lobby énorme de la part des États-Unis, de l'Australie, de la Chine contre le CBAM. Et avec des menaces d'aller à l'OMC pour combattre cela. Nous, ce qu'on dit plutôt, les Canadiens, c'est « vous n'avez pas besoin de nous tarifer, on le fait ». Donc, on a une argumentation différente du fait qu'on a une tarification de carbone. Si on n'en avait pas, on serait nous aussi là à dire « on va aller à l'OMC ». C'est ça. OK. Et toujours dans le contexte de mécanisme d'ajustement carbone, il y a des pays en voie de développement qui n'ont pas de tarification carbone. Comment on fait à la fois pour appliquer la tarification carbone, appliquer les mécanismes d'ajustement et protéger les pays en voie de développement? Je pense que l'idéal, ce serait d'avoir une tarification de carbone mondiale assortie d'un programme de péréquation à la canadienne, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que tout le monde paye, mais ceux qui ont plus de besoins reçoivent le prix de la tarification sous forme de programme pour les aider à réduire leurs émissions et à s'adapter autant que possible. Ce serait ça l'idéal. Et c'est ce qu'on essaie de faire un peu. À chaque COP, on essaie d'augmenter le fonds vert pour le climat et on essaie en même temps d'obtenir une tarification du carbone la plus universelle possible. Comme ça, vous n'auriez plus de fuite du carbone. Les entreprises n'iraient plus dans les pays où il n'y a pas de prix parce qu'il y aurait un prix partout. Et donc, ils n'auraient pas d'autre choix que d'investir massivement, beaucoup plus qu'elles le font maintenant, dans les solutions vertes, les solutions où il y aura moins d'émissions qui seront émises. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler vos avocats, excusez-moi les avocats dans la salle, pour trouve-moi une façon que je ne paye pas là, mes impôts, qu'on trouve des échappatoires, vous feriez venir vos ingénieurs. Trouve-moi une façon que j'émette moins, comme ça je paierai moins d'impôts. C'est ça, exactement. Parfait. Je crois que c'est une question qui a été soulevée ou un thème qui a été abordé dans justement le dernier panel où vous étiez présent. Là, les gens parlaient de pourquoi courir les forums internationaux pour signer des ententes si on a nous-mêmes de la difficulté à l'intérieur du pays à faire vendre ce concept-là de tarification carbone. Est-ce que ça nous sert, le spectacle international pour... On peut poser la question autrement. Oui. Exactement le contraire. Oui. Si on veut maintenir cette trajectoire vers 170 $ la tonne, on a besoin que d'autres pays embarquent aussi. Donc, il faut aller à l'international pour les convaincre. OK. Parfait. Il n'y a pas beaucoup de... Je déborde un peu parce que ce matin, on a parlé de pollueurs-payeurs, on a parlé de taxes sur l'essence. Il n'y a pas beaucoup d'impôts qui sont en décroissance. En tout cas, au Québec, je n'ai pas vérifié au Canada, mais la taxe sur l'essence rapporte moins aujourd'hui qu'elle rapportait il y a 5 ans. Même si le parc automobile a augmenté, parce que les autos sont mieux performantes, parce qu'il y a l'électrification qui s'accélère dans le parc automobile, comment on fait pour maintenir la notion de pollueur-payeur si
le principal outil utilisé depuis plus de 100 ans est en perte de vitesse? Mais j'espère qu'il va être en perte de vitesse, là. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que d'ici quelques années, la demande de pétrole pour le pétrole va tellement baisser, alors que l'offre, elle, ne cesse d'augmenter. Il va y avoir un effondrement du prix du pétrole. C'est un problème pour le Canada, parce que notre pétrole, celui de l'Alberta, c'est un des plus coûteux au monde, des plus onéreux au monde. Alors, il faut anticiper cela dans nos stratégies pour développer l'énergie, à quel rythme on va faire l'électrification. Il faut tenir compte de ce fait-là. Puis pour l'utilisateur de la route, là, comment on fait pour maintenir son... je ne sais pas si vous voulez aborder, tantôt on a parlé de tarification kilométrique, mais comment on fait pour maintenir Ça sera un maudit beau problème. J'ai hâte qu'on y arrive. Tiens donc, on n'émet plus. Comment on va faire pour faire en sorte que les automobilistes paient leur part pour l'entretien des routes, maintenant que c'est plus par le prix de l'essence? J'ai hâte qu'on y arrive. Je vous dis, là, les politiciens de demain auront un très beau casse-tête et je le leur souhaite. Parfait. C'est bon. On a parlé plus tôt dans la journée du directeur parlementaire du budget du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario qui dit qu'il y a des pressions qui sont causées par les changements climatiques sur nos finances publiques. Comment on fait pour avoir suffisamment de recettes pour équilibrer nos budgets dans un contexte comme ça? Je ne sais pas si vous voulez élaborer là-dessus ou simplement revenir sur la fameuse réforme fiscale verte que vous avez proposée il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ça pourrait être une source pour améliorer l'interaction entre la fiscalité et les changements climatiques? Ce qui était proposé en 2008 aux Canadiens, c'était de lier les objectifs. De trouver une façon de polluer moins, mais de créer plus de richesses et de mieux la distribuer. Donc, environnemental, économique, social, ensemble. J'appelais ça les trois piliers. Et ce plan visait à avoir une tarification du carbone exigeante pour l'époque, avec une trajectoire en montée, avec le revenu, réduire les impôts, surtout pour les gens dans le besoin. Avec ça, on sortait 50% des enfants de la pauvreté et 20% des ménages en 4 ans. Donc, un objectif social et l'objectif économique parce qu'on réduisait les impôts sur les entreprises, sur leurs profits, pour leur permettre de mieux investir. Il y avait des incitatifs pour qu'elles ne mettent pas tous ces profits dans leur poche, mais qu'elles réinvestissent pour payer moins la taxe sur le carbone. Donc, c'était une façon de grouper tous les objectifs. Je n'ai pas réussi à en convaincre les Canadiens. Et M. Harper a dit « disons tax on everything », et puis bon, ça s'est réglé comme ça. Mais je pense que c'est ce que les gouvernements essaient de faire. Si on dissocie les objectifs, qu'on a l'impression donc que l'objectif environnemental se fera au détriment de la croissance économique et au détriment de la lutte à la pauvreté, à ce moment-là, on a des résultats très, très décevants pour les partis verts qui apparaissent comme puristes, mais aussi comme étant concentrés seulement sur un seul enjeu au détriment des autres. Et ça ne marchera pas. Parfait. Vous n'avez pas perdu espoir? Il ne faut pas parce que, comme je l'ai décrit dans ma présentation, un monde à 3 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est toutes les horreurs que j'ai décrites. Et là, déjà, à 1,5, autour de ça, vous voyez à quel degré de difficulté on a partout dans le monde. Alors, imaginez à 3. Puis il y a aussi un autre problème, c'est que c'est une porte de sortie pour bien des politiciens qui devraient faire leur travail, mais qui disent c'est la faute des changements climatiques. Ils laissent faire le déboisement. Ah, c'est la faute des changements climatiques. Ben voyons donc, réglemente et puis empêche les gens de couper le bois, aide-les à trouver de l'énergie autrement qu'en dévisant tes forêts. Ah non, c'est les changements climatiques. C'est ça aussi qui est dangereux. C'est qu'il est très difficile d'isoler le facteur changement climatique et il peut devenir une couverture pour l'irresponsabilité collective. Merci beaucoup pour votre générosité, pour vous être déplacé, pour être venu nous voir. Donc, on l'apprécie énormément. Bien, merci de m'avoir invité. Merci. Et me voilà déjà au mot de la fin. Alors, ce qui conclut donc notre journée de réflexion.
Histoire de ne rien perdre de cette riche journée, on a comme objectif de faire une synthèse. Donc, on va vous informer, une synthèse sera faite. Vous voyez peut-être certaines personnes prendre des notes pour n'avoir rien échappé durant toute cette journée-là. On aura également une captation. Donc, si vous avez dû manquer des petits bouts en cours de journée, si vous pensez qu'un collègue devrait écouter ce qui s'est dit aujourd'hui, on aura une captation qui sera disponible de notre journée. Donc, avant de vous laisser, je voulais juste aussi simplement glisser quelques mots. Donc, lundi prochain, Jean-Philippe Meloche en a parlé un petit peu brièvement ce matin, mais on va publier notre étude sur le remplacement progressif de la taxe sur l'essence par éventuellement la taxation, tarification kilométrique. Donc, j'espère que ça pourra également porter fruit. Pour le reste, je vous invite à nous suivre, donc à continuer de suivre nos activités. C'est toujours apprécié. Je voudrais également remercier mes collègues donc, qui ont rendu cette journée-là possible. Remercier l'ensemble des panélistes, l'ensemble des conférenciers. C'est ce qui fait que ces journées sont des plus enrichissantes pour nous tous, intéressantes en général. Et donc, je vous souhaite bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Merci.